bienvenue dans votre matinale qui vous réveille chaque week-end avec toujours de la bonne humeur. Bienvenue dans Fit Tips. Alors pour aujourd'hui, nous allons parler de la grossesse et c'est pourquoi nous recevons aujourd'hui Anne Diom, experte en maternité pour afrodescendantes. Bonjour Anna. Bonjour, merci Tening, comment ça va? Bien et toi? Bien réveillée? Ça va, super, merci. Ça va, alhamdoulilah. Alors, elle fait son retour aussi, Alima, elle est parmi nous. Bonjour Alima. Bonjour Tony. Ça va, tu vas bien? Ça va super. Et vous? Bien reposée? Merci, bien reposée. Je suis ravie de vous retrouver sur le plateau de Fit Tips. Voilà. Nous aussi. Alors Awa, bonjour à toi. Bonjour Tony. Comment tu vas? Je vais très bien. Alhamdulillah, et toi? Bien aussi. Bien, bonjour à tout le monde. Bonjour à Madame Diom. C'est un plaisir de partager ce plateau avec vous. J'espère qu'on va y apprendre beaucoup de trucs. Bonjour à Alima et re-bienvenue. Merci. Ça fait un moment quand même. Et bonjour à Jeff aussi. Bah oui, il est toujours là. Toujours là. Camerounais, comment tu vas, Jeff? Ça va? Finalement, on va l'intégrer. Hein? Oui, bah, mais il fait partie de l'équipe Fit Tips. Bien sûr, mais sur le plateau, je veux dire. Oui, bien sûr. Sur le ouais, ça fait déjà quoi? Trois séances. C'est la troisième. Merci Téné. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Je suis ravi d'être bien entouré. Ouais. Surtout c'est un sujet que j'ai connu mais de très très loin. Voilà, je l'ai vécu moi un peu en retrait. Donc je vais apprendre plein de choses que je ne savais pas et pourquoi pas maintenant mieux me préparer au cas où. Bien sûr, bien sûr. Alors, comme je l'ai dit, nous allons parler de la grossesse et pour en parler, nous avons Anne Diom, Afro-Maternity. Oui. Pourquoi Afro-Maternity? Alors, est-ce que vous avez un peu de temps? Et bien sûr. Prends ton temps, Anne. Ok, super. Alors, à la base, moi, quand je me suis lancée, c'était en 2021, c'est une reconversion professionnelle. Et en fait, à la base, j'avais une préparation à la naissance qui était assez axée à tout le monde, j'ai envie de dire. Sincèrement, je suis arrivée au Sénégal avec l'espoir juste de faire connaître cet aspect parce que c'est vrai que autant en Occident, c'est quelque chose qui est très répandu, la préparation à la naissance, et on sait que c'est important, mais dans nos cultures, malheureusement, c'est un peu... on a l'impression que c'est pas important. Et du coup, mon compte Instagram a énormément pris et je me suis retrouvée avec beaucoup de mamans de la diaspora sénégalaise, camerounaise, diaspora aussi de Côte d'Ivoire, mais basée en Occident et qui voulaient quand même avoir accès à mes services. Donc j'ai posé la question aux personnes et en fait je me suis rendu compte que celles qui étaient en Occident se sentaient incomprises, qu'il y avait un manque d'empathie, etc. Et du coup, j'ai décidé de creuser un peu le sujet et voir si on avait des spécificités en tant que femme afrodescendante. Et en fait, c'était le cas. Et donc, il y a un an, j'ai décidé de vraiment m'axer sur la préparation à la naissance, sur les femmes afrodescendantes, parce qu'on a des spécificités au niveau de notre bassin qui peuvent impacter l'accouchement. Mais aussi, au-delà de ça, on a aussi des spécificités culturelles, en fait. Et donc, il y a des femmes afrodescendantes en Occident qui ne se sentent pas comprises par le personnel médical. Et donc, c'est pour ça que je me suis spécialisée pour les femmes afrodescendantes. D'accord, donc c'est ce qui explique, c'est-à-dire que c'est un ancrage alors? Ouais, exactement. C'est un retour aux sources? Oui. Alors, double réponse à ça. Il y a un retour aux sources, surtout pour celles qui sont en Occident, parce que justement, on a l'impression d'être déraciné quand on est loin de l'Afrique. On n'a pas toujours nos familles à proximité. Et par contre, pour celles qui sont en Afrique, la nuance, elle est un peu bizarre, c'est qu'en fait, celles qui sont en Afrique, elles veulent, à contrario, avoir des mises à jour sur ce qui se fait en Occident. Parce que malheureusement, je suis désolée de le dire à la télé en plus, mais on a des médecins qui ne sont pas toujours à jour sur les dernières recommandations. Et donc, elles ont besoin d'avoir un peu cette vue de l'Occident, voir ce qui se fait, ce qu'on peut refuser, ce qu'on peut accepter. Je pense notamment au pot à pot qui ne se fait pas toujours dans nos cliniques. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et donc, voilà, j'accompagne les femmes afrodescendantes. Sur le continent, elles ont ce besoin un peu de voir ce qui se fait à l'extérieur et d'être un peu plus à jour, tandis que sur celles qui sont en Occident, justement, elles ont ce besoin d'ancrage. Et je rappelle que vous avez pratiquement tout plaqué, si je peux le dire ainsi. Vous étiez à Dubaï, exactement. Mais d'un coup, vous êtes revenu et surtout, vous avez suivi une formation auprès de Donna International, de l'AMAS, de lactation, éducation, ressources. Oui. Donc, vous êtes une doula. Vous êtes une bonne journaliste. Vous êtes une doula alors? Du coup, j'ai 3 casquettes, comme vous avez cité 3 noms. J'ai 3 casquettes, donc je suis à la fois doula, je me suis formée chez Donna International,
en fait, la doula, elle est vraiment là pour apporter le soutien émotionnel pendant la grossesse. À différencier d'une sage-femme, on ne fait aucun suivi médical. Je ne sais pas faire de touchés vaginaux, je ne fais pas d'interprétation du monitoring pour les tracer pendant l'accouchement. Mais par contre, on fait le soutien émotionnel et surtout psychologique, notamment mental pendant la grossesse, surtout quand je fais des présences à l'accouchement avec le soutien lors des contractions, la gestion de la douleur. Donc ça, c'est vraiment le rôle de la doula. Je suis éducatrice périnatale certifiée de chez Lamaze. Et là, l'éducatrice périnatale, en fait, si je dois faire une traduction en anglais, c'est Child Birth Educator. Elle est là pour donner des cours de préparation à l'accouchement. Donc là, on a vraiment une formation pour pouvoir accompagner les femmes, pour les préparer à l'accouchement. Mais la particularité de la formation que j'ai choisie, c'est que nous, on nous demande de préparer les femmes avec des informations neutres. Donc en fait, elles doivent savoir que parfois, les protocoles ne sont pas toujours alignés avec les dernières recommandations. Je pense à plusieurs choses, pendant le travail. Et du coup, l'éducatrice périnatale permet de remettre les choses au centre en leur disant, voilà, là c'est la situation, mais il y a ces possibilités-là. Et ensuite, oui, je suis consultante en lactation, effectivement. En sorte, c'est une bague de Nogor. Oui, exactement, tout à fait. D'ailleurs, je fais souvent des rencontres et j'en ai fait une il y a quelques mois. Et c'est toujours un plaisir en fait de les rencontrer. Bon, à part la barrière de la langue, parce que c'est souvent 100% Wolof. Oui, effectivement. Mais c'est un petit peu ça, exactement. Oui. En tout cas, c'est très super, c'est génial. En tout cas, je suis très touchée quand même par rapport à ce que vous faites. Et c'est vraiment quelque chose que les femmes ont besoin et que vous êtes là pour les aider. Et c'est très génial surtout. Même si vous n'êtes pas docteur ou médecin, c'est quand même quelque chose qu'on doit saluer. Et que si on en avait d'autres comme vous qui parlez Wolof aussi, ce serait super bien. En tout cas, c'est génial. Alors, j'aimerais juste savoir quelle est l'approche qui rend unique Afro Maternity aujourd'hui? Ou bien qu'est-ce qu'elle propose que les autres structures classiques ne proposent pas? C'est clairement dans le nom en fait. Oui. C'est que j'ai axé ma préparation sur les femmes afrodescendantes. Alors j'accompagne aussi des femmes, notamment celles qui sont au Sénégal, que ce soit d'origine libanaise ou si on a des expatriés d'origine caucasienne, mais qui ne sont pas forcément habitués au système médical sénégalais. Donc j'accompagne aussi ce genre de personnes. Mais c'est vrai que la préparation de base que j'ai, elle est clairement axée sur les femmes afrodescendantes, sur les spécificités du bassin des femmes afrodescendantes. Et donc ce qui me rend unique, que ce soit au Sénégal, parce qu'il y a d'autres doula ou éducatrices périnatales, mais aussi dans le monde, parce que j'ai fait aussi mes recherches et j'accompagne énormément de femmes afrodescendantes à l'étranger. Ce qui me rend unique, c'est que vraiment j'ai ces spécificités, j'ai ces informations qui sont vraiment axées pour les femmes afrodescendantes, clairement. Ok. Alors, oui, vas-y. Est-ce qu'il y a un constat que vous faites sur l'accompagnement des femmes enceintes, des femmes d'origine africaine ou afrodescendantes? Oui, donc ça peut être vraiment les africaines ou les personnes métisses. C'est vraiment le côté afrodescendante, donc on englobe toutes les personnes qui sont descendants de l'Afrique. J'accompagne aussi beaucoup de personnes d'origine maghrébine. Et le constat qu'on fait, alors là j'ai parlé plutôt en Occident, on a le constat, déjà parfois il y a le biais raciste, ce qu'on appelle le syndrome méditerranéen, avec des personnes afrodescendantes qui ne seraient pas forcément prises en charge comme elles devraient l'être de par leur couleur de peau. Donc ça, c'est le premier constat. Aussi, de manière générale, que ce soit en Afrique ou en Occident, malheureusement, les femmes afrodescendantes sont plus à risque pour beaucoup de choses. On est plus à risque pour la prééclampsie, on est plus à risque pour le diabète gestationnel, ce qui fait que du coup, on est plus à risque pour les césariennes. Donc c'est très compliqué, hein. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai tenu à faire cet accompagnement spécifique, parce qu'on doit en fait avoir des informations qu'on n'aurait pas forcément dans d'autres préparations en fait plus classiques, j'ai envie de dire. Alors toi, Halima, en tant que pharmacienne, certainement, tu en connais un rayon par rapport bien sûr aux femmes enceintes et tout. Oui. En tant que pharmacienne et en tant que mère, parce que j'ai eu 2 fois des césariennes. J'ai eu une césarienne de grossesse gémellaire et une césarienne de grossesse normale. Donc, je pense que je m'y connais, voilà. Donc, la grossesse, c'est une période vraiment de bouleversement psychologique qui est intense. C'est dû aux changements hormonaux, physiques et tout ça. Donc, on est irrité. C'est bon. On est irrité, on est anxieuse, donc il nécessite vraiment un accompagnement psychologique. C'est vraiment important. Donc, je vous félicite et vous encourage parce que Merci beaucoup. Ça fait plaisir de voir ces genres d'associations ou bien de cabinets d'accompagnement. Ça fait plaisir. Maintenant, je voudrais savoir si vous accompagnez les femmes enceintes par rapport au comportement qu'ils doivent avoir avec leurs entourages, par exemple avec leur mari, leur famille, tout ça.
C'est une question. Je me permets parce que vous avez utilisé le comportement qu'elles doivent avoir. Donc, est-ce que ça voudrait dire, et je me permets de répondre à une question par une question, désolée si c'est un peu mal poli, mais est-ce que ça voudrait dire qu'en tant que femme enceinte, on est censé avoir un comportement, nous, face à l'entourage, ou c'est pas plutôt à l'entourage de s'adapter un peu à nous? Exactement, c'est l'entourage qui doit s'adapter. Mais par exemple, la femme enceinte, elle se doit de communiquer avec son entourage, des conseils par rapport à leur mari, de s'exprimer, de se libérer, etc. Est-ce que vous parlez de ça avec eux? Parce qu'on est au Sénégal, vous avez dit afro, ici on a nos réalités. Les gens, ils ne sont pas empathiques par rapport aux femmes enceintes. Oui, voilà. Donc les réalités ne sont pas les mêmes. C'est vrai. Voilà, donc on est obligé de s'adapter un peu et tout ça. Il peut y avoir des sujets tabous aussi. C'est une très bonne question. Alors justement, je me permets de répondre à la question qui est très pertinente. Il faut savoir que, effectivement, au Sénégal, la grossesse est très tabou. Et c'est aussi pour ça que mon activité, elle a tout de suite pris. Parce qu'en fait, moi, par exemple, tout à l'heure, tu disais que j'ai tout plaqué, j'ai quitté Dubaï, c'est exactement ça. Et quand j'ai annoncé la nouvelle, il y a plein de personnes qui m'ont dit, mais pourquoi en plus en Afrique, tu veux exercer en Afrique? J'aurais pu rester à Dubaï, c'est un milieu très anglophone, les doulas sont très connus, les childbirth educators aussi. Et en fait, tout le monde me disait, mais en Afrique, tout le monde parle à leur mère. Je dis, vous connaissez, mais vous connaissez pas le Sénégal, mais parce qu'en fait, ici, c'est très tabou et cette pudeur, elle est telle que moi, j'ai des personnes qui ne parlent pas à leur mère. Ou même à leur cousine. Donc ça arrive à ce point-là. Ça arrive à ce point-là, bien évidemment. Et en fait, moi, je viens ici parce que je suis à la fois proche de la femme, mais je suis hors de la cellule familiale. Et du coup, les femmes se confient beaucoup plus facilement. Et du coup, les femmes se confient beaucoup plus facilement à moi qu'à leurs proches, que ce soit mère, sœur ou cousine. Et pour répondre à la question de manière plus directe. Moi, je suis là pour libérer la femme un peu de ce fardeau, vous l'avez dit, on a ces changements hormonaux. Et parfois, on a peur justement de se laisser aller. Et moi, je suis là un peu pour faire office de punching ball. C'est-à-dire que si tu veux te confier à moi, vas-y, si tu veux crier, si tu veux, en anglais on dit vent, si tu veux t'exprimer, il n'y a pas de souci. J'encourage toujours par contre à communiquer à son entourage, mais j'encourage surtout les papas. Et je me permets, en fait, j'ai un peu tilté sur la question, le comportement qu'on doit avoir. En réalité, on n'a pas de comportement à avoir. C'est à l'entourage de comprendre que nous subissons un changement hormonal qu'on subira en fait aussi pendant l'allaitement et plus tard quand on aura tout ce qui est périménopause, ménopause, c'est pareil, la femme vit sous l'influence des hormones, c'est un fait. Et c'est aussi à la communauté de comprendre ça. Et c'est pour ça aussi que j'ai à cœur en fait de autant communiquer sur les réseaux sociaux parce que au-delà de mes accompagnements, j'essaye d'être abordable, mais qui ont quand même une certaine somme. J'essaye aussi de partager beaucoup de tips et surtout de rendre cette information accessible. J'ai des papas qui me suivent, j'ai des médecins, des sages-femmes qui me suivent. Et j'estime que mon rôle à ce stade, c'est aussi de faire prendre conscience de plein de choses, en fait. Et dont le comportement qu'on doit avoir quand il y a une femme enceinte, c'est-à-dire l'indulgence. Bien évidemment, nous, on doit communiquer en tant que femme enceinte, mais c'est aussi aux autres d'accepter que ce moment-là de s'adapter à nous. C'est un petit peu plus à eux de s'adapter qu'à nous, effectivement, et pas l'inverse. Coach Jeff, avant d'être coach, tu as été papa. Alors non, c'est plutôt l'inverse, j'ai été coach. Coach et après papa. Et ensuite papa et recoach. J'ai fait justement une pause entre le travail et la paternité. J'ai dû changer de métier justement pendant cette phase-là parce que c'était une phase assez compliquée. Moi, je l'ai vécu, comme j'ai dit, un petit peu sur le plan extérieur, surtout l'arrivée de ma fille. Je découvrais tout ce qui est changement d'humeur, parce que j'ai un garçon qui a 16 ans, mais je n'ai pas vécu la grossesse de sa mère. Mais par contre, sa petite sœur, oui. J'ai été présent, j'ai tenu à assister à tout. Au travail et tout. Mais de la conception à l'accouchement, pour vous dire. J'étais présent, même à la conception. La conception, c'est mieux. Oui, j'étais présent, je vous rassure, j'étais présent. J'étais présent pour tout. Mais justement, voir tous ces changements, je rejoins justement, c'est Alima, excuse-moi. Je la rejoins et je vous rejoins également sur l'attitude à avoir, parce que c'est l'erreur que nous, homme on a commis, c'est en attendant qu'elle ait, elle, une attitude normale en fait, alors qu'il y avait tout ce changement. Et au début de la grossesse, j'ai fait la même erreur que 80% voire 90% des hommes. C'est de vouloir que notre femme, notre compagne ait le même comportement, la même attitude, la même dynamique
faire à manger, la vaisselle, voilà, normal. C'est pas possible. Alors que oui, c'était pas du tout possible. En elle, il se passait quelque chose que nous, on ne peut même pas comprendre. Moi, je l'ai compris justement quand j'ai passé certains de mes diplômes. J'ai passé un diplôme justement sur le travail du corps de la femme, sa spécificité et justement la complexité du corps de la femme, les changements hormonaux, de comment faire des séances de sport quand elle est en phase juste avant sa période menstruelle, après la dynamique qui change et tout. C'est quand j'ai fait cette formation que j'ai compris, pour vous dire, je suis allé voir ma femme à la maison, je lui ai dit, excuse-moi, j'ai un peu râlé pendant que tu étais enceinte. Il a reconnu au moins. Je connais. Et les excuses ne suffisent pas, il faut lui acheter un cadeau aussi. Non, des cadeaux, j'en ai acheté. Je lui ai fait le plus beau des cadeaux, un deuxième enfant juste après. Donc, oui, voilà, c'était le bébé Covid. C'était en période de Covid, il n'y avait pas d'autres cadeaux à faire. Je te comprends, Donc, du coup, tu ne m'as même pas posé de questions. Je suis parti dans un truc déjà parce que je suis tellement content de ce plateau, parce que ça permet justement. Nous les hommes, on a encore ce tabou, cette approche différente par rapport aux femmes enceintes. On se dit que ça ne les concerne qu'elles, alors que ça nous concerne aussi. Et même plus qu'elles, parce qu'on se doit, nous, d'être proches d'elles, de communiquer au maximum et de les laisser nous parler. Parce que parfois, on se met en retrait, les humeurs, on n'en peut plus, mais ce n'est pas de leur faute aussi. Voilà, c'est 5 minutes après, elle peut être contente, elle t'envoie chier la minute d'après. Et je tiens à dire qu'en fait, on les subit autant que vous les subissez. Voilà, mais vous les subissez de l'intérieur. On les subit de l'intérieur, mais en fait, parfois même, on se rencontre après coup, et je pense que mesdames pourront dire, parfois on se dit, effectivement, bon, j'ai peut-être été un peu trop loin, mais il y a vraiment des cas où on ne peut pas faire autrement que crier ou pleurer. Moi, sortir en fait, c'est ça. Et après, on se rend compte que c'était peut-être débile, mais bon, on n'avait pas d'autre choix. Moi, je me souviens d'une fois, ma toute première grossesse, où j'ai envoyé mon mari m'acheter une pizza spécifique que j'avais l'habitude de manger avant de tomber enceinte. Et il est revenu les bras en me disant, bon, ben voilà, dans le supermarché, il n'y avait pas celle que tu voulais. Et je voulais la pizza fungi, donc avec des champignons. Et en fait, je me suis mise à pleurer. Parce que pour moi, c'était juste... j'ai dit, mais tu comprends pas, en fait, c'est le monde s'effondrait, en fait. Bon, après coup, on se rend compte que c'est... voilà, on comprend. Je suis sorti à 3h du matin, là, acheter un sandwich. Alors, imaginez à 3h du matin, j'en étais encore au Cameroun, c'était juste avant de revenir au Sénégal. 3h du matin, tout est fermé, il faut trouver une boulangerie ou quelque chose, justement parce que je savais que ça, c'était pas volontaire. C'était là sur le coup et ça se trouve, j'arrive et elle en veut plus. Mais il fallait le faire justement parce que elle est dans une phase assez l'envie en fait, voilà. Voilà, cette envie-là. Et c'est ce que moi j'encourage les hommes à faire, c'est d'accompagner, de réellement accompagner, de discuter, de comprendre. Parce que comme j'ai dit, elles le subissent de l'intérieur. Nous, on voit juste l'aspect extérieur, un petit peu, elle va râler, mais tout ce qui se passe à l'intérieur pour que plus tard, elle nous offre ce magnifique cadeau qui est... l'être qui va arriver, c'est nous devons accompagner. Donc, vous n'avez aucune attitude à avoir. C'est à nous de nous adapter. Plus fort. Si je le dis plus fort, j'aurai de la pression. Tu coupes ça au montage. Hein. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et d'après, en fait, votre site ou bien votre accompagnement Afro-Maternité, vous avez un guide. C'est-à-dire que c'est depuis la conception, la grossesse, le postpartum. Exactement. Le postpartum est très important. Oui. C'est une phase importante. Elle a raison. Elle a besoin, Fred. Elle est rebondie dessus, exactement. Mais de la conception, c'est-à-dire que donc, vous prenez votre temps pour vraiment accompagner un couple, que ça soit de la conception, durant la grossesse et l'après-naissance. Alors, ce n'est pas tout le monde qui vient me voir dès la phase de conception, mais j'ai beaucoup de demandes, notamment pour les femmes qui sont en tentative, en essai bébé, comme on dit, et puis l'enfant ne vient pas tout de suite. Et puis, c'est vrai que le corps médical, généralement, ils ont tendance à vous dire, normalement, la période d'essai, c'est entre 6 mois et 1 an. Je pense qu'ici, on a une pharmacienne avec nous qui nous le diront. Et c'est vrai que les médecins ne vont généralement rien faire avant 1 an de tentative infructueuse, en fait. Et moi, je suis là pour intervenir avant, parce qu'en plus, dans nos communautés, pourquoi encore une fois afrodescendante, c'est important, qui parle vraiment ici de cycle et de sexualité avec sa mère ou ses sœurs? Personne. Et c'est très rare. Et donc moi, j'interviens ici pour vraiment réexpliquer le cycle, comment est-ce qu'on calcule une période d'ovulation, de fertilité, et parfois c'est adapté. Et donc il y a beaucoup aussi de mauvaises informations. Les gens pensent qu'il faut juste retirer 14 jours à la date, rajouter 14 jours à la date des premières règles, alors qu'en fait c'est l'inverse, c'est plutôt il faut partir du cycle suivant. Et
et enlever ces 14 jours. Alima est d'accord. Ouais, même en pharmacie, tu te mets là, tu expliques à de grandes personnes comment on calcule des gens qui ont fait la terminale, on apprend ça au collège, apprend. Voilà, mais ils parviennent toujours pas à calculer ça normalement. Tu expliques. Chez moi, c'est moi qui calcule. D'accord. C'est moi qui fais le pointage, qui lui dit attention là. C'est l'ovulation. Mais c'est vrai que la conception, voilà, les femmes sont pas toujours à l'aise. Et puis j'apporte des informations sur la micronutrition, c'est super important pour essayer de favoriser une grossesse, mais surtout aussi que le développement cellulaire se fasse de manière correcte. Et puis j'apporte des informations aussi traditionnelles avec les vapeurs féminines pour favoriser du coup aussi une grossesse. Donc c'est toutes ces informations que j'apporte dans la conception. Ça va ? En tout cas, c'est très très d'en savoir un peu plus sur le comportement et l'accompagnement que vous faites. Vous avez parlé de postpartum, quelque chose qui Alima certainement va avoir quelques anecdotes à nous donner peut-être après. Alors j'aimerais aussi savoir puisqu'on parle d'accompagnement et de comportement vis-à-vis de l'entourage de la femme, est-ce que vous avez des conseils ou bien des activités que vous proposez concernant l'accompagnement, bien sûr, pour les hommes, pour qu'ils puissent s'adapter aux humeurs de leurs femmes peut-être? Faites du sport, le coach. Il va en parler tout à l'heure. Pour évacuer un peu la frustration, parce que j'entends bien, bon, c'est pas facile pour nous, c'est pas facile pour eux non plus, de prendre un peu toutes ces mauvaises humeurs. Alors moi, ce que j'encourage toujours, c'est quand j'accueille des couples, c'est de faire la préparation ensemble. C'est-à-dire que c'est pas qu'une activité qui va toucher madame, surtout si on prévoit, comme le coach Jeff, d'accompagner en salle de travail. C'est important de connaître toutes les astuces, de techniques de gestion de la douleur, le soutien émotionnel qui est super important. Donc, au-delà des activités pour vraiment se décharger, il faut être aux côtés de madame et pendant la grossesse et le jour de l'accouchement si possible. On n'est pas obligé d'aller regarder tout dans les détails, comment ça se passe en bas, mais on peut très bien rester à côté de madame au niveau des épaules au niveau de la tête des épaules, voilà. Moi, c'est quelque chose que j'encourage énormément. Et d'ailleurs, je suis très contente, je tiens à le signaler, que de plus en plus de cliniques, alors dans le public pas forcément, mais on a beaucoup de cliniques privées au Sénégal qui sont accessibles, il y a différents tarifs. Et la majorité des cliniques privées maintenant acceptent le compagnon en salle de travail. Et je trouve que c'est très important. Effectivement, c'est très important. Alors Alima, une anecdote concernant le postpartum, parce que tu es très enthousiaste à pouvoir en parler. Oui, c'est ça, effectivement. Le postpartum, il est vraiment important parce que c'est une période où la majeure partie des gens pensent que le bébé, il est déjà là. Donc, tout ça, c'est des caprices. Alors que là, on est irrité. Il y a la chute des hormones. On est irrité. Il y a le syndrome de baby blue. Quand on te regarde, tu es belle, tu pleures. Ta jupe, elle est truc, tu pleures. Genre, tu es irrité exactement pour un tout. Et puis voilà, il y a un petit être qui est là, qui dépend de toi. Tu dois gérer sa sécurité, son alimentation. Tu es malade, tu gères. Par exemple, après une césarienne, tu as des douleurs, mais tu gères le petit. Tu dois l'allaiter. Il y a les douleurs, il y a la montée laiteuse, tout ça. Donc voilà, il y a les raki, comment on dit ça, les lochis. Les lochis, voilà. Il y a aussi des tranchées, les contractions du postpartum. Exactement, tout ça. Il y a des douleurs postpartum. Donc il est aussi nécessaire d'avoir un suivi ou bien un accompagnement pour gérer tout ça. Parce que pendant la grossesse, tu étais seule avec ta grossesse. Maintenant, tu as plus de grossesse, mais tu as des douleurs, tu as le petit être qui dépend de toi, donc c'est compliqué, c'est aussi compliqué que la grossesse. Donc voilà. Il faut faire attention alors, il faut vraiment attention. C'est même c'est parfois même plus compliqué pour certaines femmes, le postpartum. Parfois. Que la grossesse. Oui, parce qu'en plus, alors en fonction des familles, mais c'est vrai qu'on a souvent tendance à, une fois que la grossesse est un peu annoncée, du moins en cercle familial restreint, parce qu'au Sénégal, on sait que c'est pas forcément annoncé à tout le monde, mais au moins de manière restreinte, les personnes vont faire un petit peu plus attention pendant la grossesse. Mais comme elle l'a dit, une fois qu'on a accouché, les gens, généralement, sont concentrés sur le bébé, en fait. Et on en oublie presque la mère. Et il y a la montée de lait qui peut faire mal. On a les contractions d'après-accouchement, ce qu'on appelle les tranchées, parce qu'en fait, l'utérus reprend sa taille initiale. Et pour ce faire, en fait, il contracte, il continue de contracter. Donc, on a encore des contractions. On a le manque de sommeil, parce qu'un bébé, il ne faut pas croire que ça dort 10 à 12 heures d'affilée. Donc, on a tout ça. Et en fait, on a quasiment personne, parce que tout le monde est là, concentré sur le bébé. Articulaire, lombaire et tout. Oui, parfois, on a tout ça au niveau du bas du dos. Bassin, voilà. Exactement, au niveau du bas du dos, du bassin. Et puis, dans notre communauté, là, pour le coup, je m'adresse pas que les afrodescendantes, mais spécifiquement Sénégal, Mali et Mauritanie. On a ce fameux Guenté, 7-8 jours, qui est très mal vécu pour beaucoup de femmes.
très très mal vécu pour beaucoup de C'est le vrai. baptême. Le baptême. Musulman. C'est Oui. le baptême musulman. ouais, Le c'est baptême. ça. Ouais. Et chez nous, le baptême, bien sûr, il y a les ambiances et tout, alors que certainement la femme, en fait, Ouais. elle est en train de souffrir intérieurement. Moi, j'en ai qui pleurent, Ah, qui subissent leur baptême et qui sont. qui préparent même le baptême sur le lit d'hôpital. Oui. oui. C'est ça. Oui. C'est ça. Oui. Non, non, c'est très compliqué. C'est très Ça, c'est les réalités vraiment, pour le coup, là, vraiment très Afrique de l'Ouest et situé sur ces 3 pays. Oui. Et l'activité sportive pour les femmes enceintes, tu vas en parler Ouais. juste après l'émission, Ouais. mais on voudrait en fait que tu nous donnes des explications et surtout des astuces pour toutes les femmes enceintes qui nous regardent. Déjà, le sport pour les femmes enceintes, c'est ce qui est recommandé, mais pas toutes les femmes enceintes. Toujours consulter un médecin avant. Il faut toujours consulter son médecin, avoir son approbation avant d'entamer une activité sportive. Généralement, ce qu'on recommande général pour toutes les femmes enceintes, c'est la marche, ça c'est la base. Et la natation aussi, c'est excellent. Le vélo d'appartement, pas le vélo en extérieur. Tous les exercices qui nécessitent des chutes ou de gros impacts, ça c'est à bannir. Maintenant aussi, il y a une catégorie de femmes qui justement n'ont pas accès à l'activité physique. C'est celles qui sont sujettes justement à la pré-éclampsie. C'est ça. Celles qui ont aussi Les menaces d'accouchement prématuré. prématuré, Les exactement. C'est qui ont eu déjà des accouchements prématurés ou qui ont des menaces d'accouchement prématuré. Ça, si à part avis médecin et encore sous contrôle du médecin, aucune activité physique. Mais par contre, toutes les autres peuvent pratiquer justement des activités douces, on va douces, dire. justement, Oui. très très douces. Le yoga, c'est excellent. Le yoga, c'est excellent. Ou alors des exercices de renforcement musculaire, mais en souplesse. Pas de charge lourde, avec un Swiss ball justement à la maison pour pouvoir amortir les différentes douleurs. Les exercices cardio, on peut faire des exercices cardio sans avoir à sauter, juste en stimulant certains groupes musculaires qui vont activer le cœur aussi, sachant que toutes les hormones qui vont être produites pendant l'activité sportive sont bonnes pour la maman, mais pour le bébé aussi. Effectivement, effectivement. Ouais. Je me permets de rebondir. Oui, bien Pardon, sûr. excusez-moi. Non, je voulais juste dire que c'est même encouragé. Alors, effectivement, il faut toujours consulter son médecin. Tout à fait. Généralement, si c'est une femme qui n'a pas du tout d'activité, ça pourrait être du coup doux. Si elle n'a pas eu d'activité avant sa grossesse, c'est pas le moment de commencer et d'aller 3 fois à la salle. Exactement. Mais par contre, si elle a déjà une activité, c'est même bien de la maintenir. Et Exactement. les études montrent vraiment qu'on est moins à risque quand en fait une personne qui fait du sport ou même si c'est une activité douce, moins à risque pour la césarienne, moins à risque pour le diabète gestationnel et même la prééclampsie. Ça La peut prééclampsie, ça tout peut à fait. prévenir. C'est ça, exactement. Du moment que ça ne s'est pas encore déclaré. Mais l'activité sportive est vraiment encouragée. Oui, pour et la vraiment grossesse. à encourager. Ouais. Alors, nous allons passer aux questions maintenant tant attendues de Awa, les questions des internautes. Alors, Awa, qu'est-ce qu'ils nous disent, tes amis les internautes? Merci beaucoup déjà à eux d'être toujours là quand même. Merci beaucoup et surtout n'oubliez pas de nous écrire tout le temps sur nos différentes plateformes hashtag FitTips. Alors pour aujourd'hui, le thème, je crois que ça a intéressé plus d'un. Ils sont beaucoup plus intéressés sur les questions de postpartum et surtout autre chose aussi, bien sûr. On va aujourd'hui j'ai pris que 3 questions, Tini. D'accord. Comme d'habitude. Comme d'habitude, parfois j'en ai 5, mais tu me laisses que les 3. D'accord. Allons-y. Alors pour la Elle me fait passer pour première. la méchante. Oui, je vois ça. Il y a un petit règlement de compte là. Ah, là, tu vois, on dirait Mais qu'elle c'est fait ce passer qu'elle me pour la fait tout le méchante. temps, c'est ce qu'elle me fait. Alors, ça concerne Afro Maternity. Alors, cette question, celle-là, elle demande vos services sont-ils accessibles sur le plan financier ou géographique, peut-être pour les femmes qui vivent loin ou bien dans les grandes villes? Accessible, c'est-à-dire financièrement parlant c'est ou ça. en termes de distance? De dis- Les de- deux. géographiquement Les deux. et Alors, financièrement. géographiquement, j'accompagne tout le monde. D'accord. Là, à l'heure actuelle, j'ai 40% des personnes que j'accompagne qui sont en Afrique, D'accord. entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup de personnes à Abidjan, Burkina Faso aussi. Et les 60 autres pourcents sont en Occident. Donc, on a des personnes en France, Belgique, Antilles et Canada. Donc, ça, c'est géographiquement parlant, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Parce qu'en fait, les cours vraiment de préparation à l'accouchement, à l'allaitement, et au postpartum, ils sont préenregistrés, ce sont des modules en ligne. C'est comme une formation. Et après, moi, il y a ma disponibilité avec WhatsApp de nos jours. Moi, j'ai des mamans, c'est pour ça que j'ai toujours mon téléphone sur moi, qui me parlent, etc. Même le jour de l'accouchement, je suis disponible. À partir de 37 semaines, je suis d'astreinte, donc les personnes peuvent m'appeler jour et nuit. Donc, j'ai pas de contraintes de géographique, en tout cas. C'est même, pour celles qui sont au Sénégal, c'est encore mieux parce que les petites séances individuelles que je propose, en plus des modules, je peux les faire en présentiel, notamment les consultations allaitement. Et après, pour le motif financier, alors moi, j'essaye de rester abordable. Je pense que je suis dans une fourchette moyenne. Je l'admets, je ne pense pas que je sois accessible à toute la population sénégalaise, je le conçois. Mais par contre, je suis moins chère que beaucoup d'autres personnes, même ici au Sénégal. Donc je suis dans une fourchette moyenne. J'ai des tarifs qui sont inférieurs pour les personnes qui accouchent en Afrique.
Donc, ce n'est pas les mêmes tarifs que pour celles qui sont en France. Et donc, pour la première formule, sera accessible à partir de, par exemple, pour donner un ordre d'idée, pour les personnes en Afrique, et avec un accompagnement complet, incluant l'accouchement, la présence à l'accouchement, ce sera aux alentours de 115 000 francs la première formule. D'accord, ok, ça c'est bon à savoir. Vous avez compris. Il y en a plus, après il y a plus de formules, mais voilà. Le premier prix, ce sera ça. N'hésitez pas à aller voir alors le site. Ça part de la conception à la... Non, là on est vraiment sur la préparation à l'accouchement. Avec tous les modules, accès à tous les modules. Et là, la première formule que j'ai créée, qui est la plus accessible, elle comprend après le soutien via le groupe. On a le groupe WhatsApp, on a des coachings de groupe tous les 15 jours. Et après, si c'est vraiment 100% individuel, ce sera un petit peu plus cher, mais en tout cas, on a des prix dès 115 000. D'accord. Alors, vous avez compris, alors c'est vraiment accessible, alors n'hésitez pas. Alors pour la seconde question, cette personne, elle demande la période après l'accouchement est souvent la plus difficile. Donc quels sont les services ou bien pratiques que vous offrez pour aider les mères à gérer le sommeil et l'allaitement? Alors, le sommeil, c'est une question qui m'est beaucoup posée. Je trouve que, de manière générale, la femme de nos jours, elle en fait trop. Normalement, historiquement parlant, toutes les femmes dans le monde, les 40 premiers jours, on ne faisait rien à part allaiter et se faire servir à manger. On est dans des sociétés où, malheureusement, ça a beaucoup changé. Les gens ont tendance à penser qu'en Afrique, c'est resté pareil, pas du tout. Moi, je connais des femmes, par exemple, on parlait du guenté, la préparation du guenté. Elles vont chez le coiffeur, elles vont choisir leur robe, leur tissu, elles vont faire les essais. C'est pas le but, voilà. Donc, pour le sommeil, en fait, le problème qu'on a, c'est qu'on a des femmes qui veulent dormir la nuit et qui font beaucoup la journée, alors que normalement, la règle, c'est vraiment de dormir quand le bébé dort. D'accord. Et ce même, reposer, en fait. y compris la journée. Donc, on est censé rien faire d'autre. D'accord. Donc, moi, mes services, ça va surtout être du soutien émotionnel. En postpartum, moi, j'interviens à 3 niveaux. Soutien émotionnel, notamment les personnes que j'ai accompagnées pendant la grossesse. En fait, moi, mon accompagnement ne s'arrête pas à l'accouchement. Je continue jusqu'à 6 mois. Super. 6 semaines, pardon. 6 semaines. 6 semaines postpartum. Parce que justement, c'est la période critique avec les 40 premiers jours. Les hormones, la montée laiteuse, etc. Donc, j'interviens sur ça. J'interviens énormément sur la partie allaitement parce que je me suis spécialisée vraiment sur l'allaitement. Je suis consultante en lactation, donc j'ai plus d'une centaine d'heures de formation sur la lactation humaine. Donc je vais intervenir pour s'il y a des engorgements, des montées laiteuses qui sont très douloureuses, avant d'arriver au point de la mastite, parce que la mastite c'est très compliqué, on a de la fièvre, etc. Donc avant ça, moi je me déplace à l'hôpital ou à la maison pour essayer de désengorger le sein. Et puis après, j'interviens sur un peu... avant la reprise du sport, justement, je fais ce qu'on appelle le resserrage du bassin avec le soin Rebozo en postpartum, qui est en fait un soin très complet avec un bain aux plantes. Puis après, on a soit une partie vapeur féminine au niveau des parties intimes, le resserrage du bassin, mais aussi du ventre, des cuisses, enfin 7 points du corps. Et puis toujours ce côté un peu parler et laisser les femmes se décharger. Accompagner, effectivement, se décharger. Oui, c'est très important. Important, très bien. Alors pour la dernière question, toujours dans le cadre de l'accompagnement, comment aidez-vous les femmes à exprimer ou à naviguer à travers les émotions les plus difficiles, c'est-à-dire la peur, l'anxiété, l'ambivalence, fatigue extrême, sans se sentir jugée ou coupable? Sentir bien dans sa peau, si je peux dire. Oui, c'est exactement ça. Alors déjà, moi, je pense, après bon, les gens que j'accompagne me diront, mais je pense que j'ai assez de bons retours sur différentes plateformes, Trustpilot ou quoi, pour confirmer ça. J'ai cette façon de pouvoir m'amuser, enfin pas m'amuser, mais décribiliser les choses. Pas décribiliser, pardon. Je cherche le bon mot. Démystifier les choses. C'est-à-dire que moi, je prends les choses toujours un peu avec humour. Et je pense que c'est ce qui me différencie de beaucoup de personnes. C'est-à-dire que je suis une professionnelle, mais j'aime bien un petit peu titiller. Quand on me dit, voilà, mon mari m'énerve un peu, ma belle-mère, elle ne comprend pas que je veux faire, je dis, dis-lui de se taire un petit peu, voilà, je sais que c'est pas possible. Mais c'est clairement, va chier. Non, j'ai pas osé. Non. Mais en fait, coach Jeff Kilo. Quand je dis ça, c'est juste déjà c'est juste pour détendre la maman. Déjà pour qu'elle comprenne que déjà moi, tu peux tout me dire si tu veux, il n'y a pas de souci. T'as pas de filtre. Voilà, j'ai pas de filtre. Elle va pas aller dire à sa belle-mère, fous-moi la paix. Mais en tout cas, déjà avec moi, elle pourra en fait se libérer. Et souvent, juste ça, en fait, ça suffit. Parfois, juste avoir une personne à qui on peut parler. Ok, elle m'a trop énervée. Et puis, elle me raconte. Souvent, les mamans me racontent tout dans les détails. Parfois, j'ai des notes audio. Je suis en mode, j'écoute. Je suis vraiment là. Quand je dis soutien émotionnel, c'est-à-dire que
il y a des choses qui ne touchent pas forcément la grossesse, qu'elles vont me raconter parce que ça les impacte. Le rôle de psychologue. C'est un peu ça. Psychologue, bon, sans avis derrière, pas de thérapie, rien, mais juste une écoute en fait, une oreille attentive. Une écoute active. Active, exactement. Et du coup, comment j'encourage après, par contre, parfois sur certains sujets, j'oblige les femmes, enfin, obliger c'est un grand mot, après je ne suis pas derrière elle à la maison, mais je les encourage fortement à en fait exprimer. Les choses et les dire à voix haute. Et ça, par contre, c'est un problème, je suis désolée, mais dans la communauté sénégalaise, en fait, on a éduqué les femmes à toujours ne rien dire. D'ailleurs, il y a l'expression mougne, toujours prendre sur soi. En fait, au bout d'un moment, il faut qu'on arrête avec ce mougne, quoi. C'est vraiment... faut speak up, comme on dit en anglais, il faut parler. Il faut dire les choses. On n'est pas obligé d'être grande gueule et de dire des gros mots ou de crier, mais on peut dire les choses de manière diplomate, calme, posée, bien sûr. mais les dire tout simplement. Et parfois, il y a des mamans qui viennent vers moi en me disant tu avais raison, en fait, finalement, je me suis posée avec ma grand-mère ou ma belle-mère ou peu importe. Je me suis posée et j'ai dit les choses, et puis voilà, les choses se sont un petit peu se sont apaisées en fait. C'est ça, plus on se libère, plus on est bien. Plus on est libre. C'était tout pour les questions des internautes. C'était tout pour cette fois-ci. Merci beaucoup, madame. La pauvre, tu l'as restreint. Et je rappelle que Anna, elle a fait la une de Forbes Afrique. Oui. C'est une consécration. Ouais, honnêtement, ouais. Une des consécrations. Tu t'y attendais pas, du tout. Lorsque tu débutais, par exemple. Non, et c'est en fait ça, j'en parle, franchement, j'en ai les larmes aux yeux. Moi, honnêtement, quand j'ai commencé, pour vous dire la vérité, hein, quand j'ai commencé, moi, c'était suite à un burn-out professionnel. Moi, à l'époque, j'étais consultante en stratégie dans un cabinet de conseil aux Émirats Arabes Unis. Et en fait, j'en avais vraiment marre de tout ça. Et je me suis dit, ça va devenir ma passion. En fait, je pensais même pas forcément en vivre, vraiment de quoi payer les factures. Pour moi, je me suis dit, je vais aller voir mon petit argent de poche, etc. Et puis ce sera bien, et puis je vais vivre d'amour et d'eau fraîche, entre guillemets. Et puis finalement, les choses ont pris. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai même des personnes du coup de l'étranger maintenant qui prennent les services. Hein. Je vous donnais la proportion. Maintenant, c'est 40% en Afrique et 60% en Occident. Donc vraiment, ça a vraiment pris. Et un jour, je reçois un mail de Forbes Africa qui me dit, en fait, il y a une personne qui vous a nominé. Et en fait, avec le recul, je me suis rendu compte que c'est une des mamans que j'accompagnais qui a reçu un email parce qu'elle était dans ce milieu-là de tout ce qui est économie, etc. Et en fait, je l'avais accompagnée et on lui a demandé de citer des personnes à fort impact sur le continent africain. Elle a dit, j'ai ma doula. Et puis après, j'ai passé des entretiens, on m'a demandé de prouver un peu mon activité, etc. Et j'ai été nominée comme, nobée vraiment dans le classement des Forbes Africa. Alors, j'aurais aimé faire partie du classement moins de 30 ans, mais bon, comme j'ai plus de 30 ans, ils m'ont mis dans la catégorie between 30 and 50, quoi, entre 30 et 50 ans. Mais c'est quand même quelque chose de partir vraiment de là, vraiment d'en bas. De plaquer et de suivre une formation pour devenir une doula et d'arriver à ce qu'un magazine tel que Forbes Africa fasse appel à toi, c'est quand même quelque chose. Il y a eu ça, et la deuxième consécration, je l'ai eu là, franchement, en 2025, Dieu merci, on verra 2026. Touche du bois. Tout, comme on dit. 2025, là, en fin d'année, j'ai été invitée à une conférence sur les sujets de la santé publique en Afrique du Sud. Et en fait, c'est deux médecins, moi je ne savais pas du tout, c'est deux médecins qui m'ont repéré sur LinkedIn en me disant, voilà, on adore le travail que vous faites, l'impact que vous avez. Moi, j'avais un peu peur parce que, bon, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, c'est vrai que je suis réputée pour, comme diraient les Ivoiriens, j'ai la bouche, c'est-à-dire que moi, je dis les choses tout haut et je ne les dis pas forcément de manière douce, pas toujours. Les mamans, oui. Mais sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est un endroit où il faut qu'il y ait un impact. Il faut qu'il y ait un réel impact. En fait, un réel impact. Pour qu'on t'écoute, parfois, il faut pas y aller de main morte, quoi. Oui. Et parfois, il y a des gens qui me disent, ouais, mais tu n'as pas peur, les médecins, etc. Et je dis, non, mais en fait, moi, j'ai des médecins qui m'écrivent en privé. J'ai des médecins, j'ai des sages-femmes qui m'écrivent en privé en me disant, merci de dire ces choses-là, parce que nous-mêmes, on le voit sur le terrain, on ne peut pas toujours dire, on ne peut pas toujours se plaindre, mais il y a des choses que tu dis à juste titre. Hein. Par exemple, on parlait de la césarienne. Normalement, vous avez eu une césarienne au début, grossesse gémellaire, et après imposée un petit peu pour le deuxième. C'est ça. Alors que normalement, la recommandation de nos jours, c'est après une césarienne, c'est de tenter le voix basse. Voilà, ça, on a plein de gens qui sont pas à jour. Et même les grossesses gémellaires, en fait, en fonction de la position du premier jumeau, moi, celles que j'accompagne en France, elles accouchent par voix basse de leur jumeau. Oui. Mais voilà, donc moi, sur les réseaux sociaux, je suis là pour un peu mettre les choses à jour. Et la deuxième consécration, oui, c'était cette invitation, du coup, dans cette très grande conférence. Il y avait plus de 2000 participants. Et moi, je suis arrivée, alors que je ne suis pas du tout issue du domaine médical. Mais voilà, on a voulu me donner le micro pour justement porter la voix des femmes et des populations et dire ce qui manquait sur donner leur perception de la santé publique en Afrique. C'est important.
C'est vraiment important. En tout cas, on te félicite. Merci. Et maintenant, quelles sont les activités de Afro-Maternity? Quelles sont les perspectives de Afro-Maternity? Tu viens de le dire, en 2025, ça a été, on peut dire, l'année de la consécration. 2026 arrive quand même. Ouais, 2026 arrive à grands pas, Inch'Allah. Oui, je me sens enfin prête à former en fait d'autres personnes. D'accord, à transmettre la formation d'autres personnes. Et d'ailleurs, ça me tient à cœur d'avoir des personnes vraiment au Sénégal qui parlent le Wolof ou peu importe les pays, qui puissent ensuite retransmettre moi dans leur langue maternelle. L'idée en fait en 2026, c'est d'avoir plus de personnes comme moi. Alors quand je dis comme moi, c'est pas forcément avec ma personnalité, ma façon de parler, mais en tout cas, plus de personnes qui véhiculent ces idées, qui donnent les dernières mises à jour. Et donc oui, j'aimerais avoir plus de doulas, éducatrices périnatales, spécialisées ou non sur le côté Afro-Maternity. Pas forcément, mais en tout cas, ce que j'aimerais, c'est avoir une formation pour les femmes, quand elles se forment, qu'elles puissent accompagner des femmes de n'importe quel horizon. Je pense même celles qui sont en Occident, des personnes par exemple blanches, qui veulent plus s'y connaître sur comment accompagner des femmes noires, comment accompagner des personnes de confession musulmane, voilà, parce qu'il y a plein de spécificités. Et donc 2026, Inch'Allah, ce sera l'année de la formation professionnelle. Vous l'aurez compris, donc tout le monde va venir se former auprès de Anna et de Afro-Maternity. En tout cas, c'était un plaisir, vraiment, c'était un plaisir. Je pense qu'on ne va pas terminer sans parler des professionnels médicaux ici au Sénégal, surtout des sages-femmes, parce que les gynécos en général, ils sont empathiques, ils sont cool, mais les sages-femmes, vraiment, on a des retours. Non, en fait, même genre pas moi, mais d'autres personnes, parce que je vois tout le temps des gens qui en parlent, vraiment, qui se plaignent du comportement des sages-femmes, des infirmiers vis-à-vis de leur souffrance, même s'ils accouchent, surtout dans les hôpitaux publics, c'est vraiment compliqué. On les accompagne pas, on les traite pas bien, etc. Donc, il faut vraiment que les personnels de santé essayent d'accompagner et de comprendre les malades, surtout qui sont des femmes, qu'elles sont généralement des femmes. Les sages-femmes, ce sont des femmes. Donc, elles sont vraiment en mesure de comprendre la douleur ou bien l'émotion de la femme. C'est important ce qu'elle dit, Anna. Je souhaiterais rebondir parce qu'en fait, j'ai fait une vidéo à ce sujet, très cash, où je commence par dire est-ce qu'on peut parler du manque d'empathie du personnel médical noir envers les femmes noires, parce que c'est un très gros problème. Et je tiens d'ailleurs à souligner le travail il y a une association au Sénégal qui s'appelle Unis pour les soins bienveillants, et qui n'est pas que sur la partie sage-femme grossesse, qui parle aussi du manque d'empathie dans nos hôpitaux au Sénégal. C'est très 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 problématique. On a un très très gros manque d'empathie, et je pense que alors on a deux choses, pour pas leur jeter la pierre à 100%, on a un très gros manque de moyens de nos jours au Sénégal et plus largement en Afrique de l'Ouest, qui ne devrait pas forcément expliquer le manque d'empathie, mais on peut aussi aisément comprendre que sur une journée avec très peu de moyens et beaucoup de patients à voir, et bien parfois c'est vrai que l'humeur s'emporte un petit peu. Ça n'excuse pas à 100%, mais ça peut expliquer quand même un petit peu. Mais la deuxième chose aussi, c'est qu'il n'y a pas de formation à ce sujet. En Occident, le personnel médical, il y a la formation médicale, terre-terre, très terre-à-terre, mais il y a une formation aussi sur ce qu'on appelle le comportement, qui est un peu sous-estimé en Afrique. Et je pense que les formations médicales, que ce soit médecin, mais aussi même avant médecin, sage-femme, infirmier, doivent comprendre cette partie sur les compétences comportementales, en fait, comment se présenter, comment parler à un patient, comment lui expliquer les choses. Mais je te remercie vraiment d'avoir mis en avant ça, parce qu'on a vraiment des gros problèmes en plein accouchement dans le public. Il y a des sages-femmes qui crient sur les femmes en disant oui, il ne faut pas crier. Plein de témoignages. Tu te plaignais pas quand tu faisais la chose avec ton mari et tu cries maintenant. Non, ça c'est des phrases qu'on entend. Bien sûr. C'est dommage. Ça, c'était le cri de cœur de Halima. C'est Awa parfois qui fait les cris, mais cette fois-ci c'est Halima. Moi, j'ai accouché dans des cliniques, j'étais bien traitée et tout, mais voilà, genre dans mon entourage. Pas plus tard qu'hier, il y avait une cousine qui se plaignait de ça. Voilà, elle s'est même un peu battue sur la table d'accouchement avec la sage-femme, tout ça. Donc c'est vraiment... C'est grave. Très grave. Et j'ai un mot aussi, quelqu'un du ministère de la Santé nous regarde, le superbe travail des Badjen, dont vous parlez tout à l'heure. Elle devrait être autorisée à être en salle de travail, sincèrement. C'est dommage que vous ne les laissez pas rentrer, parce qu'elles suivent les femmes pendant toute la grossesse. Et quand une femme rentre en salle de travail, notamment dans le public, elles arrivent face à des sages-femmes qu'elles ne connaissent absolument pas.
Elles n'ont pas le droit dans le public. Il faut savoir que le mari ou toute autre personne, même sa mère ou sa cousine, ne peut pas rentrer en salle de travail. Et je trouve que les badianes devraient pouvoir rentrer en salle de travail. Effectivement, ça quand même, c'est important. En tout cas, merci à toi, Halima. Merci pour cette contribution-là. Merci à vous également, ça fait plaisir, vraiment, c'est un sujet vraiment important et voilà. Je suis ravie d'avoir partagé ce plateau. Voilà, c'est ça, et puis de partager mon expérience aussi. Et merci à Anna, merci pour vos activités, c'est vraiment important. Donc, on vous félicite et vous encourage aussi, c'est vraiment important. Voilà. C'était Anna Diom, experte en maternité pour afrodescendantes. Merci beaucoup Anna, merci vraiment pour ces explications. Merci d'avoir répondu présent vraiment pour cette émission. Merci à toi. Bah, c'est pas terminé, certainement on va se revoir. Inch'Allah. Ah ouais, merci à toi aussi. Merci beaucoup Tening pour surtout le choix du sujet, c'était important, machallah. J'ai beaucoup appris grâce à Madame John, machallah, c'est très bien et bonne continuation pour le reste et j'espère que 2026 sera meilleur. On l'espère. Aussi bien que 2025, peut-être que je viendrai postuler pour la formation. En tout cas, je pensais que tu allais l'appeler pour autre chose. Comment au mariage, on sait pas, au mariage. En tout cas, c'est ce qu'on Amin. En tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir, en tout cas, d'avoir partagé ce plateau avec vous. Merci beaucoup pour les réponses aussi aux questions des internautes. Merci à Jeff aussi pour sa participation. Comme d'habitude, merci à Halima. Tening, merci à toi. Merci à toi. Même si tu me lances des pics parfois. Vous êtes drôles entre vous deux, en fait. C'est mignon, hein. Coach Jeff, c'est dès qu'on au revoir. Toi, tu restes. Oui, moi, je continue seulement pour la séance qui va suivre. C'est l'exercice de renforcement dédié aux femmes enceintes. Aux femmes enceintes. Super. Sur 15 minutes, petit exercice qu'on peut faire chez soi, tranquillement, en toute sécurité. Donc, merci à toi pour l'invitation. Merci à toutes les deux. Merci, mesdames. Vos expériences m'ont permis d'y voir un peu plus clair, mais aussi, je tiens à rappeler à ces messieurs de se rapprocher des coachs, justement, des coachs tels que nous, justement, pour les accompagner. Nous qui avons déjà vécu ça, on saura exactement comment les accompagner, l'attitude à avoir, les mots à dire, surtout une fois à la maison, mais surtout leur permettre d'évacuer toute la pression qu'ils subissent, entre guillemets, mais ils subissent rien du tout. Oui. Mais les aider à évacuer toute cette pression pour être de meilleurs hommes, de meilleurs maris une fois à la maison. C'est important. Super. C'est important. En tout cas, merci à vous de nous avoir regardés. C'était Fit Tips avec comme thème la grossesse. C'est pas encore terminé. On vous laisse avec Coach Jeff pour des séances et une activité sportive douce pour toutes les femmes enceintes. Merci à vous. C'était Fit Tips en direct sur Erifaf TV. Bonjour et bienvenue sur Erifaf TV pour votre émission Fit Tips. Aujourd'hui, nous allons faire une séance assez particulière car nous allons faire une séance pour les femmes enceintes. Oui, le sport est important même quand on est en phase de gestation, en phase de grossesse. Il est important de garder une activité physique non seulement pour soi-même mais pour le bébé que vous portez. Donc, mesdames, en quelques minutes, en 15 minutes, je vais vous donner quelques exercices que vous pourrez faire chez vous en toute sécurité. Comme ça, ça va vous permettre de maintenir votre poids, stimuler votre cœur et aussi continuer d'activer vos muscles et vos articulations. Donc, préparez-vous, munissez-vous juste de 2 bouteilles d'eau ou alors, si vous avez des haltères de 1 kg, ce sera parfait pour notre séance. Vous poussez les tables et les chaises et c'est parti. À tout de suite. Comme je vous l'ai dit, le sport est important. Bien que vous soyez enceinte, il est important de garder une activité physique régulière. Consultez votre médecin avant. Il faut que vous ayez l'approbation de votre médecin pour pouvoir faire ces séances de sport. Mais généralement, les séances qui sont recommandées, c'est la marche, la natation, le vélo, des activités en souplesse qui ne nécessitent aucune chute. Comme là, par exemple, chez vous, on va faire des exercices de renforcement musculaire qui vont vous permettre d'activer vos muscles, maintenir votre poids et aussi envoyer des hormones, des ondes positives à votre bébé. Donc pour ça, on va commencer par s'échauffer. On commence par s'échauffer. Toujours, on va échauffer les bras tranquillement, l'articulation de l'épaule, car on va utiliser le haut du corps aussi. On change de sens, c'est parti. Six, 7 et 8. On fait mouvement du bassin de chaque côté. On pousse, on pousse. Faites des mouvements toujours en souplesse, en sécurité, sans vous précipiter. D'accord? Si vous sentez un essoufflement, ce n'est pas grave, vous ralentissez. Le but, c'est de maintenir cette constance. On fait des cercles.
On fait des cercles dans l'autre sens. Voilà, très bien. On va poser les mains sur les genoux et faire de légères flexions pour échauffer l'articulation du genou, comme ceci. Voilà. Très bien, très bien. Encore. Encore 3, 2, 1. Stop. Parfait. Maintenant, on récupère nos haltères. Si on n'a pas d'haltères de 1 kg, on peut se servir de 2 petites bouteilles d'eau comme celle-ci. Vous prenez 2 petites bouteilles d'eau et ça fera l'affaire. Grâce à ce léger poids dans les mains, on va sentir une tension, une pression, de la résistance au niveau des épaules. Du coup, le rythme cardiaque va accélérer et ce sera intéressant. Maintenant, mesdames, vu que votre ventre il est un petit peu avancé, ce petit bidon-là, vous n'allez pas faire un squat normal. On va rester sur un petit peu le squat sumo, donc les pieds vers l'extérieur pour favoriser l'articulation de la hanche et que vous puissiez descendre sans avoir la pression du ventre sur les cuisses. C'est parti, on descend les 2 mains à hauteur de la poitrine. On fait un petit squat et on pousse sur les bras. OK? Squat, on pousse. Squat et je tends les bras. Encore, squat, je tends les bras. Squat, je tends. Je vais avancer un tout petit peu. Squat et je tends. Squat, on tend. Encore. On tend bien les bras. On pousse vers le haut. Au moment où vous remontez, ou au moment où vous avez les jambes tendues, pensez à contracter au niveau du périnée. Et oui, on commence la rééducation du périnée, on le prépare pour après l'accouchement. Encore 5 répétitions. Hop, encore 4, 3, 2, 1. Parfait, parfait. Le deuxième exercice qu'on va combiner à celui-là, c'est juste fente et curl pour travailler les biceps. Donc, je mets de profil pour que vous puissiez voir. Sur cette fente, là, le genou il va rester au sol, donc pas besoin de faire des mouvements pour pouvoir garder l'équilibre. Parce que si on fait une fente classique comme ça, il va y avoir ce problème d'équilibre. Sachant que vous avez un être vivant en vous, donc du coup, quelques kilos en plus, on a tendance à être porté vers l'avant. Donc pour éviter ce déséquilibre-là, on va maintenir le genou par terre, les bras tendus le long du corps. Donc à chaque fois que je vais pousser sur la jambe avant, là, cette fois-ci, je me concentre sur la jambe avant. C'est celle-là qui pousse. Je monte, je fais un mouvement de flexion d'avant-bras et je redescends. Je pose le genou, je monte, flexion. On en fait quelques-unes. Ici, flexion, je redescends. Je monte, flexion. Encore. On pose bien le genou et on remonte. Pensez à pousser sur la jambe avant. C'est la jambe avant qui pousse. Encore 2. Le dernier. C'est ce qui se passe sur cet exercice, contrairement aux fentes classiques. Fente classique, on va se concentrer sur la jambe arrière. Sur la jambe arrière. Alors que là, on essaie de se concentrer sur la jambe avant. C'est la jambe avant qui va travailler. Donc du coup, la jambe arrière, elle ne va pas faire une extension complète. Elle va garder une légère flexion, une contraction maximale au niveau du fessier. Et là, c'est ce qui est intéressant parce qu'on va renforcer le grand glutéal. On sait à quel point les muscles fessiers sont importants. Donc, c'est un mouvement hyper intéressant pour vous, mesdames. On change de jambe et on refait 10. C'est parti, même principe. Je pousse sur la jambe avant. Curl biceps. Ici, flexion avant-bras. Encore. Pensez à respirer. On y va. Encore 2. La dernière. Parfait. Ça, c'est le deuxième exercice qu'on vient de faire. On va passer au troisième et pour ça, on va poser les bouteilles. On va faire une variante du mountain climbers.
pour activer les abdominaux. D'ailleurs, je vais vous donner 2 exercices pour les abdominaux. Oui, on peut faire des abdominaux même quand on est enceinte parce que là, on ne va pas travailler les muscles superficiels de l'abdomen. On va travailler en toute sécurité, on va travailler les transverses qui vont permettre de soulager les lombaires, donc du coup, renforcer votre bas du dos, sachant que quand vous êtes enceinte, vous avez ce poids qui tire vers l'avant. Vous êtes obligé de compenser énormément avec les muscles du dos. Grâce à ces exercices, vous allez renforcer et maintenir cette stabilité au niveau lombaire, donc du coup, amoindrir les douleurs dans ces zones-là. C'est parti, on va se mettre à 4 pattes ici. Dans cette position, normalement, pour faire le mountain climbers, on a les jambes tendues comme cela, mais là, on va garder les genoux au sol et on va juste lever comme ceci de chaque côté. On vient chercher sur le côté, là. Vous allez sentir une contraction au niveau oblique, mais aussi grand droit. Encore. 4, 5, 6, 7, 8, encore 2, 9 et 10. Très bien. On souffle quelques secondes, on récupère. Pensez toujours à récupérer, à respirer. Et comme je dis, pendant l'effort, n'oubliez pas de contracter sur chaque exercice. Il faut contracter le périnée quelques secondes, 3-4 secondes, et vous relâchez pour que le plancher pelvien puisse lui aussi travailler. N'attendez pas après l'accouchement pour commencer ce travail-là. Vous pouvez déjà le commencer pendant la grossesse. Mais aussi, les exercices que je vous donne aujourd'hui sont valables pour toute la période de grossesse, que vous soyez au premier, au deuxième ou au troisième trimestre. Mais la recommandation, c'est de consulter votre médecin pour qu'il vous rassure que vous pouvez maintenir ce type d'activité physique. On part sur la deuxième série. Même position, les 2 mains parallèles, bien face à face. On lève, on va chercher sur le côté. 1, 2, 3. Ne confondez pas avec l'exercice où on fait une élévation latérale. Vous voyez bien que sur cet exercice, je vais chercher en avant comme ceci. Okay? Je ne fais pas une élévation latérale. Je vais vraiment chercher le triceps. 5, 6, 7, 8, 9, le dernier, et 10. Très bien, on revient et on respire, on relâche. On est sur le 3e exercice, je vous donne un 4e. Ce 4e exercice, c'est une combinaison complète de la séance que vous pouvez reproduire 2 à 3, 4 fois en fonction de votre état, en fonction de votre capacité, en fonction de comment vous vous sentez. Donc, n'allez pas forcer à essayer absolument de faire les 4 séries. Si vous commencez à sentir une fatigue ou des difficultés respiratoires, reposez-vous, allez-y doucement. Privilégiez toujours le mouvement et non l'intensité du mouvement. Par contre, si vous n'êtes pas en phase de grossesse, vous pouvez rajouter de l'intensité. Mais là, pour la grossesse, allez-y tranquillement en souplesse. 4e et dernier exercice de ce circuit, c'est juste, on va tendre une jambe et lever le bras de la jambe opposée. À chaque fois, on va changer, comme ça. 1 et on lâche. 2, 3, on reste sur la ceinture abdominale. 4, et sur l'extension de jambe, on est sur les fessiers. 5, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, vous gardez le buste bien droit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Première série validée. On va en faire 2 et ensuite on reprend le circuit complet, c'est-à-dire squat avec presse, donc élévation au niveau des bras avec les bouteilles, fente avec curl biceps, variante de mountain climbers et la planche. C'est parti, deuxième. Go. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. On récupère nos bouteilles, on se remet debout. Et on reprend le circuit depuis le début. Squat en position sumo pour éviter de sentir une pression au niveau de votre ventre. Et ensuite, fente, curl biceps, variante mountain climbers et planche. Prête? C'est parti, on tombe bien. On ouvre bien les jambes, comme je l'ai dit, pour pouvoir ouvrir au maximum le bassin. L'idéal, c'est de descendre aussi au maximum. Comme ça, vous allez continuer de travailler cette mobilité de votre bassin qui sera importante pour plus tard aussi, mais aussi sécuriser votre dos. C'est parti. Hop, on essaie de descendre. On en fait 10. 2, on tend les bras. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. On souffle quelques secondes, on passe tout de suite en position fente et curl biceps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on se concentre sur la jambe avant, c'est elle qui pousse pour pouvoir se relever. C'est parti. 1, curl, biceps, on descend. 2, on revient. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. On change de jambe. Pareil, on a juste quelques secondes entre 10 et 15 secondes pour changer. Ça permet de souffler un peu. Mais vu que vous êtes enceinte, mesdames, prenez plus de temps de récupération. Ok? Prenez le temps que le rythme cardiaque reste à un niveau assez stable. Pas trop intense non plus pour ne pas vous fatiguer ensuite. On sait ô combien c'est difficile de porter une grossesse. Je ne peux pas le savoir, mais je connais, je l'ai vécu déjà 4 reprises, donc je comprends les difficultés que vous avez. C'est parti. Deuxième, on pousse. 1, 2, 3, 4, on respire bien. 5, encore. 6, 7, 8, 9 et 10. Bien, très bien. On pose les bouteilles. On repasse montagne climbers, variante de montagne climbers. Après, si vous sentez que vous pouvez le faire jambes tendues, pourquoi pas. Mais privilégiez toujours cette variante et au fur et à mesure, vous verrez comment vous avancez. Si vous pouvez pousser plus loin, vous le faites. C'est parti. C'est parti, on y va pour 10. 1, passe de l'autre côté. 2, encore. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On souffle quelques secondes et on fait une deuxième. Sur ces exercices, on va en faire 2 séries de chaque pour que ça permette pour que ça active un peu plus. Vu que c'est la version beaucoup plus facile, donc il faut qu'on en fasse 2 pour pouvoir envoyer un stimulus plus important que si on fait la version classique. C'est reparti. Top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, stop. Parfait. Parfait. Vous voyez,
Imaginez-moi, je suis en studio, c'est climatisé et j'arrive à transpirer comme ça. Donc, je suppose que chez vous, vous avez à peu près les mêmes sensations que moi. Donc, c'est excellent. C'est des exercices que vous pouvez refaire 3-4 fois par semaine en fonction de votre niveau, en fonction de votre capacité, mais surtout en fonction de comment vous vivez votre grossesse. Mais comme je dis, toujours demandez l'avis de votre médecin avant de faire une activité physique. Si vous avez son approbation, allez-y, privilégiez la marche, la natation, le vélo, des activités qui ne vont pas trop vous épuiser sur le plan musculaire, cardiovasculaire et articulaire. On fait la dernière. C'est parti, planche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. On souffle quelques secondes et on fait la dernière série. Pensez aussi à vous hydrater. N'oubliez pas l'importance de l'hydratation, justement pour l'activité physique. Ça va nourrir vos muscles, favoriser la circulation sanguine et aussi oxygéner votre sang. Donc, hydratez-vous quand vous avez des petites pauses comme ça. Buvez un petit peu d'eau. Buvez un petit peu d'eau. Allez, c'est parti pour la dernière. Dernier exercice, planche, top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bravo. Bravo, mesdames. Bravo. Vous voyez, là, on vient de faire une séance complète, renforcement musculaire. Vous avez vu à la fin, c'est un petit peu cardio. C'est excellent parce que ça va aller stimuler au niveau cardiovasculaire, ce qui est bon pour vous, mais aussi bon pour le bébé. Et on sait ô combien le sport est bon pour le stress. Donc, du coup, merci à vous d'avoir suivi cette séance et j'espère vous revoir le week-end prochain. En attendant, portez-vous bien.